depuis que je suis aux États-Unis, tous les mouvements sociaux, tous les débats politiques que je vois naître, émerger aux États-Unis, je les vois 4 ans, 5 ans plus tard en France. Les États-Unis, c'est vraiment le miroir de notre futur. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition des Grands Entretiens d'Anne Rosenchère. Anne Rosenchère, c'est moi, et tous les 15 jours, j'interroge pour vous une personne pertinente sur un sujet en particulier. La guerre à Gaza a changé beaucoup de choses à gauche. Oui. Mais ce qu'on n'avait pas vu venir, c'est que ça a aussi tout changé à droite. On a une explosion du sentiment antisémite au sein de la droite américaine, au sein de la jeunesse MAGA. Et on a vu apparaître un courant qui était jusqu'ici ultra minoritaire, qu'on appelle aux États-Unis, que les MAGA mainstream appellent la woke right, la droite woke. C'est un courant pro-Hitler, tout simplement, ouvertement pro-Hitler. C'est des jeunes qui sont pétris de culture internet, incel, masculinistes, etc. Et qui sont représentés par un jeune homme qui s'appelle Nick Fuentes. Aujourd'hui, je reçois le journaliste David Thompson. Voilà 10 ans qu'il ausculte l'Amérique MAGA, cette Amérique qui a fait le succès de Donald Trump et de ses proches, parmi lesquels le vice-président J.D. Vance, auquel David Thompson vient de consacrer un documentaire éclairant. Alors, quels sont les points de ressemblance entre le mouvement MAGA et ce que l'on peut voir en Europe ? Quelle est la doctrine du nouveau conservatisme de Trump ? Quels sont les effets de cette doctrine sur l'économie, sur la géopolitique ? Pour répondre à ces questions, David Thompson est avec nous, avec vous, dans la rédaction de l'Express. Installez-vous, ça commence. Bonjour David Thompson. Bonjour Anne. Alors MAGA, Make America Great Again, au-delà du slogan qui a été exhumé par Donald Trump lors de sa première campagne, c'est devenu l'acronyme pour désigner une tectonique qui traverse les États-Unis, une tectonique politique donc, mais aussi culturelle, géographique, qui a conduit à l'élection de Donald Trump par 2 fois à la Maison-Blanche et par 2 fois presque à la surprise de la classe politique et médiatique. Vous qui y travaillez depuis maintenant presque 10 ans, est-ce que, en tout cas la seconde fois, est-ce que ça a été une surprise pour vous, cette élection de Donald Trump ? Je vais vous répondre honnêtement, oui. C'est vrai. J'ai l'honnêteté de le dire. J'étais au QG de Donald Trump le soir de sa victoire, et ses partisans arrivaient eux-mêmes, très franchement, en étant un petit peu sceptiques sur l'issue du résultat. D'accord. Et ils se préparaient à contester la victoire de Kamala Harris, comme il l'avait fait avec Joe Biden 4 ans avant. Donc ils commençaient à dénoncer des fraudes, et très vite les résultats commencent à tomber, et je vois les visages qui changent. Je vois l'humeur. Oui. Et là, je commence à réaliser que non seulement il gagne, mais il gagne de façon très 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 large. On se rappelle, tous les États clés, tous les swing states tombent les uns après les autres. Cette victoire, l'ampleur de cette victoire, c'est quand même une surprise. Et très vite, on voit Trump arriver sur scène. Alors que normalement les résultats tombent au moins le lendemain, au minimum, voire plus, voire parfois il faut attendre. Donc c'était quand même une surprise. Ouais. Et alors dans cette Amérique MAGA que vous fouillez depuis presque 10 ans maintenant, et que l'on voit bien à travers aussi le documentaire que vous avez consacré à la figure de J.D. Vance, le vice-président, il y a certains ressorts qui peuvent nous rappeler à ce qu'on peut voir en Europe, notamment, je dirais, le ressort de la désindustrialisation qui est centrale et que l'on a peut-être un peu trop souvent renvoyé à une question économique seulement, alors que c'est plus important que ça. Vous, qu'est-ce que vous avez vu concrètement des effets de la désindustrialisation ? C'est une question de classe, c'est une question de race aussi. D'accord. Et ça, on ne le dit pas assez, surtout en France, où ce mot, en termes de représentation sociale, est un peu tabou dans le débat public. Aux États-Unis, il ne l'est pas du tout. Et si on prend l'exemple de J.D. Vance, il s'adresse spécifiquement à cette population dans laquelle il a grandi, c'est-à-dire les petits blancs de la classe ouvrière, déclassés, oubliés, désindustrialisés, de cette Rust Belt qui a été laminée par la désindustrialisation, qui a été laminée par la crise des opiacés. J.D. Vance, sa maman, elle est toxicomane. Enfin, pardon, elle me corrigerait tout de suite, elle dirait j'étais toxicomane. Et aujourd'hui, elle lutte contre la toxicomanie qui ravage leur petite ville de Middletown, Ohio. Donc j'y suis allé, j'ai passé un peu de temps là-bas pour le documentaire. Ce que J.D. Vance décrit dans son documentaire,
dans son livre, pardon, c'est la réalité. Il y a une moitié de la ville, tout un quartier qui est décimé par cette addiction, et on voit les gens qui sont manifestement toxicomanes dans quasiment tout un quartier entier, des familles entières. Donc, une addiction qui est montée en parallèle de la désindustrialisation, qui est montée sur les ruines de cette désindustrialisation parce que les gens étaient désœuvrés, parce que pourquoi ça s'est... J.D. Vance décrit le cycle infernal, perte de chômage, perte d'un travail, addiction. On voit comment ça s'est produit pour la maman de J.D. Vance. C'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est pas juste la description de cette misère de la petite classe ouvrière blanche et qui a basculé vers le Trumpisme. Ça explique tout le logiciel politique de J.D. Vance et de la droite MAGA aujourd'hui. Ça explique pourquoi J.D. Vance aujourd'hui veut pulvériser, détruire les institutions internationales. Ça explique son fameux incident dans le bureau ovale avec le président ukrainien Zelensky. Ça explique le discours de Munich quand il fait la leçon aux élites sécuritaires européennes. Pourquoi ? Parce que tout ça, lui, il l'explique, tout ce qui est arrivé à sa population, sa région d'origine, cette crise économique, il l'explique par la mondialisation. D'accord. Et donc, aujourd'hui, ça, c'est la vraie révolution de la droite. On dit la droite MAGA, on dit aussi la nouvelle droite pour parler de ce qui va arriver après Trump, et qui est incarné par J.D. Vance. Parfois, ils ont presque un discours de populistes de gauche, alors que c'est des nationalistes populistes de droite, bien sûr. Anti-mondialisation. Ils parlent même d'un marxisme inversé. D'accord. Pourquoi je dis ça ? Parce que parfois, leur discours sonne presque altermondialiste. Ils veulent en finir avec la mondialisation. Ils veulent en finir avec le néolibéralisme, l'ultralibéralisme, tel qu'on l'a connu dans les années 80, tel que les États-Unis l'ont promu. En fait, c'est l'ADN du Parti républicain. Tout ça s'arrête. Et c'est ça, là, sur le plan économique, c'est une vraie révolution. Et alors, j'ai moi-même été surpris parce que ça fait partie des choses qui ont évidemment attiré mon attention auprès de ses conseillers. Et ces conseillers reviennent à une théorie du 19e siècle, une encyclique du pape Léon XIII qui répondait au mouvement marxiste de cette époque-là, qui était la réponse de l'Église catholique, l'encyclique Rerum Novarum, qui a donné naissance au catholicisme social, etc. D'accord. Voilà à quoi il se réfère sur le plan économique. Donc on est sur une révolution totale. C'est très surprenant. D'accord. C'est surprenant. C'est inattendu. C'est pas ce qu'on entend tout le temps dans les analyses. Ouais. Une autre ressemblance, et qui est corrélée avec ce que vous venez de dire, mais entre ce qu'on observe aux États-Unis et ce qu'on peut aussi observer en France et en Europe, c'est un très fort ressentiment envers les élites de manière générale, dont on dit qu'elles ont failli. Il y a beaucoup de références notamment à la crise des subprimes aux États-Unis, et je dirais qui est devenu quelque chose de quasiment identitaire pour une partie de la population. Ce ressentiment envers les élites, est-ce qu'il est en train de continuer de grossir ? Comment ça se concrétise ? Donc là, on arrive là aussi au cœur de l'ADN politique du nationalisme populiste trumpien et celui de Vance encore plus, parce que Vance est issu de ce petit peuple blanc. Ouais. Il y a la guerre en Irak qui est très importante dans la prise de conscience de la réalisation de ce populisme chez Vance. Pourquoi ? Le parti, la nouvelle génération de républicains qu'il incarne, qui a grandi au moment du 11 septembre, qui n'a pas grandi dans la guerre froide, s'est construite en opposition avec les républicains d'antan, les néoconservateurs, dans la détestation de George Bush et de ce qu'il a fait en Irak. J.D. Vance est allé en Irak. Il était assez pro-intervention au départ. Oui, bien sûr. Il était, comme beaucoup de sa génération, après ce qui s'était passé le 11 septembre, il a voulu partir combattre. Et il est parti, il s'est engagé dans l'armée. Il était au sol, il était en Irak. Il était pas dans une position de combat. Il était chargé de communication. Et donc, il était chargé de faire venir les journalistes comme moi, comme vous, comme nous, sur le terrain pour leur montrer la guerre.
De là est née sa détestation des élites, puisqu'il a compris sur place qu'il était impossible d'instaurer la démocratie à coups de bombe, comme le vendait l'administration néoconservatrice de l'époque. Le message qui avait été utilisé, on se souvient de cette fameuse fiole de Colin Powell, c'était faux, c'était un mensonge. Donc, en politique étrangère, l'administration Bush, l'élite républicaine a failli, a trompé la base de l'époque. Donc là naît le populisme en politique étrangère de cette nouvelle droite. Ensuite, il y a évidemment la région dont il est originaire. Il est convaincu qu'ils ont laissé faire la mondialisation, les élites de gauche, de droite, confondues, et que cette mondialisation a causé, a paupérisé sa région et sa population. Donc ça, c'est vraiment les deux raisons qui font qu'il y a cette détestation et ce populisme élite-peuple, avec ce peuple toujours considéré comme pur et mythifié. Voilà. Et alors, comme on dit aux États-Unis, it takes two to tango. J'aime beaucoup cette expression. Donc il faut deux personnes pour danser le tango. Et face à ce ressentiment, il y a aussi, on a l'impression parfois d'un enfermement des élites qui, pour répondre à ça, parfois utilisent vite la cartouche du mépris. Et c'est quelque chose qu'on voit aussi beaucoup en France ou en Europe. C'est-à-dire, et on se souvient du mot de Hillary Clinton lors de la première victoire de Trump, qui avait qualifié les électeurs de Trump d'un panier de déplorables. Est-ce que désormais, avec le recul, il commence à y avoir quand même cette idée que pour ne pas jeter des litres de carburant dans cette colère anti-élite, il faudrait revenir un peu en arrière sur ce discours méprisant, on va dire. Je ne sais pas si les démocrates ont compris ça exactement. L'exemple du panier de déplorables d'Hillary Clinton, vous ne pouvez pas imaginer à quel point je l'ai entendu dans les meetings de Trump. Il s'affichait sur les t-shirts. Ça a été un carburant énorme pour Trump. Et aujourd'hui, ça continue. Il y a cette idée de ces fameuses élites côtières démocrates qui, certes, ont grandi toujours dans des milieux. Aujourd'hui, les démocrates sont tous issus de presque tous. Si vous regardez Gavin Newsom, Kamala Harris, ils ont tous monté dans les cercles de San Francisco, derrière les grandes familles de milliardaires du pétrole, comme la famille Getty à San Francisco. Ils sont le produit de cette élite côtière. Et ça, évidemment, ça génère un décalage profond avec le cœur du pays, le heartland, comme ils disent. Donc, ça repose sur une réalité encore plus forte là-bas qu'ici. D'accord. Et donc le tango continue. Le tango continue, oui. Et alors dans les différences qu'on peut voir néanmoins entre toute cette tectonique aux États-Unis et ce qui se passe en Europe, vous avez évoqué tout à l'heure, on ne va pas y revenir, donc la question de la drogue qui est vraiment centrale et de la dépendance à la drogue. Il y a une autre différence très importante, c'est la présence de Dieu en politique. C'est quelque chose qui, en plus vu de France et d'un pays quand même laïque, semble assez fou, mais Dieu est très important en politique de tous les côtés ou particulièrement dans l'Amérique MAGA. Alors ça, c'est vrai que pour des Français comme nous, qui avons sorti Dieu de la société au moins en 1905, politique en tout cas, ça surprend toujours. Dieu est omniprésent en politique aux États-Unis, il l'est encore plus aujourd'hui, surtout à droite. Les conservateurs ont réussi à convaincre leur électorat que les démocrates étaient le parti des sans-dieu, ou même le parti contre Dieu. D'accord. En expliquant que toutes les théories, entre guillemets, wokistes, qui ont été poussées beaucoup après 2020. On a eu ce qu'aujourd'hui le monde académique appelle un peak woke aux États-Unis en 2020, après George Floyd, après le Covid. C'est le moment où les démocrates ont beaucoup essayer d'aider les populations trans, on essayé d'améliorer la représentation, les droits LGBT, etc. Après George Floyd, il y a eu beaucoup d'efforts pour instaurer pour mieux enseigner l'histoire du passé raciste des États-Unis dans les programmes scolaires, pour introduire plus de questions LGBT aussi dans les programmes. Ça a provoqué une crispation
énorme de l'électorat conservateur, et ça a aidé Trump à dire, regardez, ils vont contre la religion. Trump n'a fait que parler de religion. Je me souviens pas d'un seul meeting où il n'a pas parlé de religion. Ils ont théorisé dans son entourage, les pasteurs évangéliques avec lesquels il a fait un contrat en 2016 au moment de se présenter, le fait que Trump est certes un outil imparfait, mais il est quand même un outil de Dieu pour mettre en œuvre son dessein. D'accord. Ça a été théorisé, c'est la théorie de Cyrus, qui est un personnage de la Bible, qui était donc lui-même imparfait, comme Trump, mais qui a néanmoins aidé à mettre en place le dessein de Dieu. Donc ils ont comparé Trump à la figure de Cyrus. D'accord. Et ils n'ont pas été déçus, puisque Trump a respecté le contrat en annulant le droit fédéral à l'avortement, en nommant les fameux juges à la Cour suprême, en déplaçant l'ambassade américaine à Jérusalem. Ça, c'était quelque chose de très, très important pour les évangéliques messianiques qui sont très attachés, évidemment, à la politique ultra pro-israélienne des États-Unis. Tout ça va changer avec J.D. Vance. Ah bah justement, oui, parce qu'en effet, il y a ce qu'on apprend quand même, moi ce que j'ai appris dans ce doc. J.D. Vance est un converti au catholicisme à 35 ans, je crois, milieu de la trentaine. Et lui... En fait, il va faire de cette matrice religieuse quand même une matrice aussi idéologique qui va changer les choses et qui nous fait rentrer, dites-vous, mais c'est des chercheurs qui l'ont théorisé ainsi aussi, dans l'ère post-libérale. Dites-nous d'abord en quoi ça consiste et quel est le lien avec le catholicisme en fait. J.D. Vance est le premier leader américain post-libéral. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il n'aime pas le mot « illibéral ». Oui. Il préfère le mot post-libéral. On voit pourquoi. Voilà, on voit pourquoi. Post-libéral, donc le post-libéralisme, ça a été notamment théorisé par un professeur de l'Université catholique Notre-Dame qui s'appelle Patrick Deneen, qu'on a longuement interviewé dans le documentaire. C'est quelqu'un d'absolument central dans la pensée de J.D. Vance. Donc, qu'est-ce qu'il explique, Patrick Deneen ? Il écrit 2 livres qui n'ont pas été traduits en anglais. Le premier, c'est « Pourquoi le libéralisme a échoué ?» et le second, qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Regime Change, changement de régime. Donc il ne parle pas de l'Irak, il parle d'un changement de régime aux États-Unis. Ouais. Et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Pour faire simple, parce que c'est une pensée quand même assez complexe, et ils n'ont pas défini avec précision à quoi ressemblerait la nouvelle société qu'ils veulent construire. D'accord. Mais c'est une nouvelle société. Ce que Patrick Deneen nous dit, c'est tout ce qui nous a été présenté comme du progrès, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et parfois plus récemment, que ce soit sur le plan technologique, que ce soit sur le plan sociétal, sur le plan des mœurs, et sur le plan de la politique étrangère. Tout ça, en fait, était l'inverse du progrès. Tout ça a contribué à saper les bases traditionnelles de la société. Et donc, cette période qu'il qualifie de libérale au sens américain du terme, c'est-à-dire qu'ils mettent dans le même panier la droite et la gauche. Oui. Ils veulent plus ou moins faire table rase de tout ça pour construire quelque chose de nouveau, de post-libéral. De nouveau, mais finalement... Sans définir, oui. Immensément réactionnaire. Parce qu'on reviendrait à quelque chose d'ultra-conservateur. Ça va de pair avec la pensée d'autres personnes qui s'inscrivent dans l'entourage de Vance, elles aussi, qui sont un peu dans la même lignée, tout en... il y a 1001 nuances. Donc, je pense par exemple à quelqu'un comme Curtis Yarvin, qui se définit comme un néo-réactionnaire et un techno-monarchiste. Lui, il a théorisé, par exemple, il a pris l'image de la cathédrale. Il est connu pour ça. Il dit, voilà, au Moyen-Âge, le cœur de la pensée politique, c'était le Moyen-Âge. C'était la cathédrale. La cathédrale diffusait les idées, était le catalyseur de l'hégémonie culturelle de l'époque. Aujourd'hui, la cathédrale, c'est quoi ? C'est les médias, les universités, qui sont des bastions de la gauche moderniste. Il faut détruire cette cathédrale, disent-ils. La remplacer pour reprendre le contrôle de l'hégémonie culturelle
et changer tous les paradigmes. C'est ce qu'ils sont en train de faire depuis un an. On a aussi, continuer Peter Thiel, Peter Thiel, personnage absolument central. Grand milliardaire qui a fait fortune dans la technologie, dans la Silicon Valley, en créant PayPal, je crois, avec Elon Musk. Il a créé PayPal avec Elon Musk. Ça a été un des premiers financeurs de Facebook. Oui. Et mentor de J.D. Vance. Premier mentor, c'est le premier à le... Quand il est encore à Yale. À Yale, il se rencontre à Yale. Alors, Peter Thiel, personnage absolument central. J.D. Vance n'existerait sans doute pas politiquement sans Peter Thiel. Alors là aussi, pensée très difficile à résumer en quelques mots, mais Peter Thiel, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est à la fois un grand milliardaire de la tech, c'est le premier à avoir soutenu Donald Trump, le premier milliardaire de la tech dans la Silicon Valley à avoir soutenu Trump en 2016. Sa particularité, c'est que c'est vraiment un intellectuel qui a été influencé par quelqu'un comme René Girard, le philosophe français, très influencé d'ailleurs, c'était son élève à Stanford, influencé aussi par des philosophes à la réputation plus sulfureuse comme Carl Schmitt. Et alors, la pensée aujourd'hui de Peter Thiel, elle intéresse évidemment, puisque Peter Thiel est un grand critique de la démocratie libérale, telle que nous l'avons connue depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Peter Thiel nous dit quoi ? Il nous dit, alors il y a cette phrase célèbre écrite en 2009, démocratie et liberté ne sont plus compatibles. Il considère que la démocratie, en raison des processus extrêmement lents de prise de décision, le débat public, etc., contribue à une stagnation technologique et ne profite plus, n'aide plus à atteindre le seuil idéal de liberté tel que ce grand libertaire le rêve. Et donc, en fait, et là, il se retrouve avec Curtis Yarvin qui, lui, explique que en fait, la société devrait être dirigée comme Apple avec un CEO. Il rêve d'une nouvelle forme de gouvernance politique. Et évidemment, on se demande jusqu'à quel point cette idée, cette critique de la démocratie, cette relation très complexe avec la démocratie, à quel point elle imprègne J.D. Vance. Oui, et jusqu'où elle pourra aller après. Et alors, cette bascule de l'ère libérale à l'ère post-libérale, peut-être qu'on peut s'attarder un peu sur les effets qu'elle peut avoir. Alors déjà, sur le volet économique, c'est la sortie notamment du libre-échange tel qu'on l'a connu jusqu'à maintenant, et on le voit de façon spectaculaire. Ça va continuer. C'est quoi ? Qu'est-ce qui travaille en termes de doctrine économique aujourd'hui aux États-Unis ? Alors, il y a un petit problème quand même entre le discours qu'on entend et la réalité, parce que si on prend encore une fois l'exemple de J.D. Vance, c'est l'homme de la tech. Il est la tête de pont de la tech à la Maison-Blanche. Donc, comment concilier les intérêts des gens qui promeuvent la révolution de l'intelligence artificielle et la classe industrielle blanche du Midwest. Alors, on entend J.D. Vance aujourd'hui expliquer que l'IA va au contraire créer des emplois dans le monde ouvrier de cette classe populaire blanche. On a franchement du mal à comprendre comment, mais donc on a quand même l'impression qu'il va... Il essaie de concilier les deux choses. Exactement, et ça paraît très difficile à concilier. En tout cas, le discours qui est le leur, c'est de dire on va... et pour des raisons de politique étrangère aussi stratégiques, parce qu'ils sont dans une logique de confrontation inéluctable avec la Chine. Et ils disent, on en veut aux élites des années 80-70 d'avoir laissé partir toute notre industrie en Chine, dans le sud global, et on veut rapatrier tout ça. Et J.D. Vance va même jusqu'à dire, oui, mais imaginez si on entre en guerre avec la Chine, on ne peut pas imaginer être en guerre avec la Chine et d'avoir nos antibiotiques qui sont fabriqués là-bas. Donc voilà. Tout est un peu repensé en fonction de cet horizon-là. Donc on a ce nationalisme, ce populisme économique, ce discours populiste économique, mais on a du mal à voir comment il va le mettre en adéquation avec les intérêts de la tech qui sont, je pense, contradictoires. Et c'est là où ça, c'est une des grandes lignes de fracture au sein de MAGA, c'est que c'est exactement là-dessus que quelqu'un comme Steve Bannon tape très fort, parce qu'il déteste... J.D. Vance. Non, mais alors, il déteste surtout les gens de la tech. Il a une détestation profonde pour Elon Musk et pour cet univers-là. Donc il tape là-dessus. Et d'un point de vue géopolitique aussi, ça a des très forts impacts. Alors, comme vous disiez tout à l'heure, d'abord, il y a eu cette espèce de traumatisme de la guerre en Irak et cette idée de ne pas imposer
imposer la démocratie par les bombes. Mais au-delà, on voit quand même que là, il y a un virage qui est opéré sur la géopolitique, même par rapport à Trump 1. C'est-à-dire, comment vous définiriez ce virage-là et quelles sont ses conséquences, on va dire, sur les dossiers les plus chauds? Bon, il y a deux lignes de fracture majeures, je dirais, au sein de MAGA, mais si on pose la question aux gens de la nouvelle droite et aux gens qui entourent J.D. Vance, alors ils répondent tous que on n'est pas interventionniste, on n'est pas isolationniste, on est réaliste. C'est comme ça qu'ils décrivent leur doctrine en politique étrangère. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Là aussi, c'est assez flou, mais pour résumer, on revient sur la zone d'influence régionale des États-Unis. On sous-traite la sécurité du Proche-Orient à Israël et aux pays arabes sunnites alliés. On fait plus ou moins la même chose en Europe pour se renforcer, pour se recentrer, pour rassembler les forces et se concentrer vers le rival stratégique, le vrai rival stratégique à leurs yeux, celui vers lequel il va y avoir une confrontation inéluctable. L'administration Trump et l'entourage de Vance en sont convaincus, c'est bien sûr la Chine. Ensuite, pour ce qui est des interventions, puisque en fait, il y a eu énormément d'interventions dans, je crois, 7 pays depuis un an, quelque chose comme 600 frappes. Donc, on peut pas dire que c'est une administration si isolationniste que ça. Là encore, il parle de réalisme. Quand il s'agit d'aller éliminer le chef de l'État islamique, Abu Bakr al-Baghdadi, sans qu'il y ait de dommages, de pertes humaines au sol américaine, on ne se prive pas, on y va. Quand il s'agit d'éliminer le général Soleimani, même chose. Quand il s'agit d'aller kidnapper un leader ennemi, qui plus est d'inspiration marxiste, je pense évidemment à Maduro au Venezuela, on y va également. Donc la doctrine America First, c'est ça, c'est que s'il faut aller faire une opération qui va dans l'intérêt des États-Unis, sur le plan économique et sur le plan diplomatique et sur le plan de la puissance et de la sécurité, c'est ce qui est écrit dans le document de sécurité nationale, qui a été écrit par un proche de Vance d'ailleurs, on y va. Mais il y a une phrase, voilà, je résume souvent les choses comme ça, et je trouve que ça donne un constat purement factuel pour voir la différence entre l'administration Bush, l'époque néoconservateur, et aujourd'hui. C'est regardez ce qui s'est passé en Irak et regardez ce qui s'est passé au Venezuela. Quand George Bush intervient en Irak en 2003, il dit vous inquiétez pas, je viens pas pour le pétrole, je viens pour instaurer la démocratie. Aujourd'hui, Trump dit exactement l'inverse au Venezuela. Vous inquiétez pas, je viens pour le pétrole, je ne viens surtout pas pour instaurer la démocratie. Et là, tout le peuple MAGA applaudit. Et il y a un autre dossier de politique étrangère où on sent un changement. Alors pour l'instant, il est pas spectaculaire, mais on le sent quand même. C'est le dossier Israël. On a le sentiment que les choses bougent et que notamment l'Amérique MAGA n'est pas aussi pro-Israël que l'étaient les républicains d'avant. Est-ce que ça se ressent Quels vont être les prochains cheminements? C'est même spectaculaire. Ah, c'est spectaculaire, d'accord. Et ça, c'est vraiment un changement de génération. C'est plus un changement de génération que d'école au sein de doctrine, d'accord. Moi, j'ai toujours compris et vu le parti républicain comme étant le parti le plus pro-Israël qu'on puisse imaginer. Ça fait partie de l'ADN politique de tout conservateur américain. C'est en train de changer avec la génération, je dirais, des moins de 30 ans aujourd'hui. Ce qu'il y a, c'est que on a compris que la guerre à Gaza a changé beaucoup de choses à gauche. Oui. Mais ce qu'on n'avait pas vu venir, c'est que ça a aussi tout changé à droite. On a une explosion du sentiment antisémite au sein de la droite américaine, au sein de la jeunesse MAGA. Et on a vu apparaître un courant qui était jusqu'ici ultra minoritaire, qu'on appelle aux États-Unis, que les MAGA mainstream appellent la woke right, la droite woke. C'est un courant pro-Hitler, tout simplement, ouvertement pro-Hitler. C'est des jeunes qui sont pétris de culture Internet, incel, masculinistes, etc. Et qui sont représentés par un jeune homme qui s'appelle Nick Fuentes. On va y revenir. Et effectivement, Nick Fuentes, depuis le conflit, la guerre à Gaza, a pris une influence et a ouvert
faire un espace de contestation à la droite, à l'ultra-droite de MAGA, qui plaît à la jeunesse, surtout depuis la mort de Charlie Kirk, qui était le leader de cette jeunesse. C'est quantifié, ça? Il plaît dans quelle mesure? Alors, certains l'ont quantifié, et le chiffre est assez hallucinant, et quand le chiffre a été donné, dans le monde conservateur américain, c'était une secousse. Juste pour nos spectateurs et nos auditeurs, Nick Fuentes, c'est un podcasteur à l'origine, enfin, c'est un influenceur, un streamer, exactement, totalement. Et qui, en effet, développe, vous citez dans votre doc ce qu'il dit de J.D. Vance, qui est quand même pas tout à fait un gars de gauche, mais il dit il lui reproche d'abord d'être un traître à sa race, je le cite, pour avoir épousé une femme d'origine indienne. Et d'avoir des enfants métis. Oui, d'avoir des enfants métis. Il lui reproche d'avoir été mentoré par un juif. Et puis un gay, Peter Thiel. Donc c'est quand même... alors là, pour le coup, en Europe, on entend ça, on est quand même un petit peu défrisé. Et là, pour vous dire un petit peu l'ambiance, il y a 2 jours, avant-hier, il était en train de faire la fête en boîte à Miami sur la chanson Hi Hitler de Kanye West, dont il est par ailleurs proche également. D'accord. Voilà. Donc voilà, ça vous plante un peu le décor. Et donc lui, quelle influence? Voilà, donc... Rod Dreher, un intellectuel conservateur très proche de Vance, un ami de Vance qui est dans le documentaire, qui est très suivi dans les milieux conservateurs américains, a écrit dans sa lettre d'information, son Substack qu'il écrit, qui est très très suivi. Selon lui, 30% des jeunes conservateurs de moins de 30 ans à Washington, les jeunes staffers de la Maison-Blanche, les jeunes staffers des think tanks républicains, seraient des fidèles de Nick Fuentes, suivraient son podcast régulièrement. Donc 30%. Ce qui est un chiffre qui est absolument sidérant. Alors, je nuance tout de suite en disant que Rod Dreher a été le premier à mettre sur papier cette réalité. Ensuite, certains ont estimé qu'il avait exagéré ce chiffre, mais tout le monde s'accorde à dire que les Groypers, c'est ce mouvement de Nick Fuentes, c'est comme ça qu'il s'appelle, en référence à vous vous souvenez de cette grenouille Pepe the Frog, qui était l'emblème de ce qu'on appelait jusqu'en 2016 l'alt-right. D'accord, je vois très bien. C'est une variante de Pepe the Frog. Okay. Donc voilà, les Groypers. Tout le monde s'accorde à dire que les Groypers ont une influence énorme, et c'est d'ailleurs pour ça, je pense, que J.D. Vance a beaucoup de mal à les condamner avec vigueur publiquement, parce qu'il sait qu'ils représentent une force politique au sein de la jeunesse. Ils ont même promis de faire campagne contre lui en Iowa lors de la primaire républicaine, et il est possible qu'il déploie sur le terrain une petite armée de militants. Et pour vous dire à quel point on en est, c'est que Nick Fuentes, qui est donc à l'ultra-droite de MAGA, qui est déjà très, très à droite, qui ferait presque passer le RN pour un parti centriste, j'osais pas le dire. Ils ont appelé à voter pour Gavin Newsom. Pourquoi ? Parce que sa famille, donc le démocrate, le gouverneur de Californie, probable probable candidat démocrate lors de la prochaine présidentielle américaine. Ils ont appelé à voter pour lui parce qu'il incarnait cette famille aryenne, blanche, telle que eux la voient, la rêvent. Donc, c'est là où ça fait quand même très peur, parce que on part au départ de ce qu'on a désigné au début, c'est-à-dire une aspiration certes instrumentalisée et radicalisée souvent, mais une aspiration à dénoncer la désindustrialisation, avoir une place sur la photo, y compris géographique. Aux États-Unis, on parle du flyover country, le pays qu'on survole en avion et ces États sur lesquels on s'arrête jamais. On s'arrête jamais. Et donc, cette aspiration-là, on se dit qu'elle peut être tranchée et assouvie, je dirais, par le jeu de la démocratie et de la politique, quand bien même ça se fait par des embardés. Mais quand on voit cette course à l'échalote de la radicalité, c'est-à-dire que Nick Fuentes, qui... on ne sait pas exactement comment, mais pèse à ce point avec un discours nazi dans la population, on se demande mais comment vous voyez évoluer les choses ? C'est-à-dire, c'est quoi les républicains vont-ils être à la traîne de cela ? Vont-ils s'y convertir eux-mêmes et avoir des candidats de plus en plus radicaux ? Comment vous voyez évoluer les choses aux États-Unis là ? On est tellement dans une nouvelle réalité que moi, je parle même plus de parti républicain, puisqu'on est dans quelque chose de totalement différent. Pour moi,
le Parti républicain, ça veut plus rien dire. On est entre MAGA et America First, quelque chose de complètement nouveau, en fait, qui a complètement updaté tous les logiciels idéologiques de la droite conservatrice telle qu'on l'a connue. Si on reprend l'exemple de Nick Fuentes, hein, qui est connu pour répéter quasiment à chaque podcast que Hitler est cool. Ouais. En fait, c'est quelqu'un qui est aussi pas loin des cercles de pouvoir aujourd'hui des États-Unis, hein, de la Maison Blanche, puisque il a doublé son audience il y a quelques semaines, parce qu'il a été invité par la personnalité médiatique conservatrice la plus influente des États-Unis, qui est Tucker Carlson, l'ex-présentateur vedette de Fox News du soir. Tucker a invité Nick Fuentes sur son podcast et donc l'a normalisé. Après, peu de temps après, Nick Fuentes a doublé son audience. Il était à 500 000 followers, il a dépassé le million. Ça a créé vraiment un embarras général, mais jusque dans les cercles de pouvoir aujourd'hui, où il y a la fameuse Heritage Foundation qui a contribué à écrire le programme de Donald Trump, qui a refusé de condamner dans un premier temps Tucker Carlson pour avoir invité ce militant pro-nazi sur son podcast. Et donc, là aussi, je reviens juste sur Israël, ça nous montre aussi que tous les logiciels changent et quelle est la ligne commune de tous ces gens. C'est quand même la politique américaine vis-à-vis d'Israël, parce que Tucker Carlson et Nick Fuentes veulent normaliser la relation des États-Unis avec Israël. Et c'est aussi ce que veut J.D. Vance. J.D. Vance dit... J.D. Vance, en fait, il est catholique. Le fait d'être catholique, ça change tout, en particulier avec la relation États-Unis-Israël. Pourquoi ? Parce que les catholiques ne sont pas dans cette dimension messianique. Les évangéliques. Qu'ont les évangéliques qui pensent que les juifs sont certes religieusement dans l'erreur, mais qui pensent qu'il y a une continuité. Pour être eux-mêmes élus, il faut aider le peuple élu. Donc, c'est une interprétation de la Genèse. Les catholiques, ils sont pas du tout là-dedans. Hein. J.D. Vance l'a dit. Pour moi, Israël, c'est important parce que c'est là que se trouve le Saint-Sépulcre, etc. Voilà. Mais donc il y va. Mais il veut normaliser la relation avec Israël. Il veut normaliser l'État d'Israël. Il veut en finir avec le blanc-seing dont bénéficie Israël depuis. Donc c'est un bon révélateur des lignes de fracture et du nouveau conservatisme. Absolument. Et vous, qui habitez maintenant depuis près de 10 ans, je crois, aux États-Unis, qu'est-ce que vous pourriez nous dire de ce que vous observez comme des choses qui se voient en Europe quelques années plus tard, que vous avez vu sur place et que vous voyez arriver en Europe après, même en étant de l'autre côté de l'Atlantique, et les choses qui restent, en revanche, vraiment très différentes, qui n'arriveront pas pour des raisons diverses, de culture, de civilisation différentes peut-être. Depuis que je suis aux États-Unis, tous les mouvements sociaux, tous les débats politiques que je vois naître, émerger aux États-Unis, je les vois 4 ans, 5 ans plus tard en France. Les États-Unis, c'est vraiment le miroir de notre futur. D'accord. Le laboratoire. Le laboratoire. Ça arrive toujours en France, mais de façon toujours un petit peu édulcorée. C'est vrai à gauche, c'est vrai à droite. Là, ce que je vois aujourd'hui, c'est la fameuse guerre culturelle américaine. Moi, quand je suis parti, ça n'existait pas. Le mot n'existait pas dans le débat public français. C'est quelque chose de très américain. Elle est importée en France. Et je vois sur le plan médiatique, ça me concerne, moi j'observe ça vraiment, puisque je suis journaliste, et je pense que le cœur du problème est médiatique aux États-Unis et de plus en plus ici en France. Je vois des influenceurs nationalistes populistes français et des membres de la classe politique française de ce courant-là à venir aux États-Unis, se former aux États-Unis, dans les cercles MAGA, essayer de comprendre ce qui a marché là-bas et pour l'importer en France. Et je vois cette importation médiatique, je vois qu'on duplique le modèle médiatique conservateur. Trump a gagné... Avec l'aide des MAGA d'ailleurs, enfin avec l'aide du courant qui a clairement une volonté de faire émerger ce courant-là aussi en Europe. Ouais, totalement. Alors, très concrètement, vous voyez, par exemple, je pense, un jour où j'étais chez Steve Bannon,
Bannon, je croise Sarah Knafo. Ah oui, chez lui. Ouais, dans ses locaux, quoi. Ouais, dans ses locaux. Et je sais qu'elle a suivi une formation au Claremont Institute qui forme cette nouvelle génération de la jeunesse conservatrice américaine, mais pas seulement. Effectivement, ils ont un projet pour l'Europe. J'ai croisé aussi les gens du Média Frontières au sein des podcasts américains qui venaient s'inspirer et qui dupliquent la recette MAGA, cet écosystème conservateur surpuissant qui a fait gagner Donald Trump. Il le duplique en France et je vois qu'il commence à avoir de l'attraction et que ça commence à fonctionner. Les recettes fonctionnent et dans les gens. C'est-à-dire qu'il y a quand même... Moi, je suis saisie parfois quand je regarde les documentaires ou même les infos américaines que on se ressemble, mais jusqu'à un certain point. Il y a aussi des choses qui paraissent totalement étrangères. Alors, je ne sais pas si c'est un effet retard de 10 ans ou s'il y a quand même... Vous pensez à quoi, par exemple? Oui, je ne sais pas. Notamment, je vous de parlais Dieu tout à l'heure. C'est-à-dire que... Et même dans la... Je dirais, dans la façon dont la radicalité est décomplexée, c'est très en dedans. Je veux dire, en France, il commence à y avoir le soralisme, etc., ou des choses comme ça, mais globalement, même l'électeur RN ne sera jamais aussi radical que ce qu'on peut entendre dans les micro-trottoirs de l'Amérique MAGA. Ouais, absolument. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on en est à un point à droite, là, où les démocrates et le camp d'en face a été démonisé dans les églises. Ils sont le parti de l'anti-Dieu religieux, donc ils sont vraiment de plus en plus dans la logique, et c'est le terme qu'ils emploient, d'une guerre spirituelle du bien contre le mal. C'est une bataille spirituelle religieuse pour eux. Effectivement, nous, je pense qu'on a encore de la marge avant d'en arriver là, mais les lignes de clivage, elles sont aussi de plus en plus radicales en France, et ça, je pense que c'est clairement l'importation du modèle américain sur les questions de guerre culturelle en particulier. Bien sûr. La question des minorités, de genre... Qui s'importe à la fois à droite, comme vous l'avez décrit, et aussi un petit peu à gauche. Absolument, c'est-à-dire avec les logiciels qui sont les mêmes. Les mots du militantisme américain qui arrivent ici. La polarisation. Ouais. Très bien. Et alors, j'ai une dernière question, qui est une question rituelle dans cette émission. Vous qui vivez aux États-Unis, vous voyez bien la différence entre les billets de banque américains et européens. Aux États-Unis, c'est incarné par les anciens grands présidents, avec une devise. Nous, ce sont des ponts et des arches qui n'existent même pas dans la vraie vie. Et il paraît que ça va changer, parce que quand même, peut-être que l'Europe a une histoire qui mérite mieux que ça. Alors, c'est notre contribution à l'Express. Et ma question est la suivante, David Thompson. Si vous aviez une personnalité ou figure historique à proposer pour mettre sur les billets, mettons, de 20 €, quelle serait-elle ? Moi, je vais parler pour ma corporation. C'est une citation qui est assez éculée, mais qui est ô combien vraie aujourd'hui, à laquelle je m'accroche fermement dans mon travail tous les jours. C'est la phrase du père du journalisme narratif français, Albert Londres, notre père spirituel à tous, qui disait « Notre rôle n'est pas d'être pour ou contre, mais de porter la plume dans la plaie ». Et ça, cette phrase... On la cite chaque année au prix Albert Londres. Que vous avez eu. Ouais. mais elle est si importante aujourd'hui où on veut nous retirer, quel que soit le camp politique, notre rôle de témoin de l'actualité sur lequel repose notre travail. On n'est pas là pour être pour ou contre. Et c'est ce que je dis aux conservateurs pour les convaincre tout simplement de me parler, de m'accepter. Moi, je ne suis pas là pour juger, je suis là pour montrer aux gens ce que vous avez dans la tête, ce que vous pensez. C'est le travail que j'ai fait avec les djihadistes il y a quelques années en France. Et c'est le travail que je fais avec les MAGA aujourd'hui, que ce soit la base ou les gens qui sont dans l'entourage de Trump. Et je pense qu'il faut fermement, au moment où on est dans une polarisation, le mot hyper acculé aussi, mais complète, plus que jamais, il faut s'accrocher à ça. Moi, je fais pas de la politique. Je fais du journalisme. D'informer. Je décris la réalité. Les faits sont des faits, les faits ne sont pas des opinions. Très bien, écoutez, on va rester sur cette phrase. Merci beaucoup, David Thompson. Si cet entretien vous a plu, n'hésitez pas à nous suivre et à nous laisser des commentaires sur toutes vos plateformes habituelles de podcasts et de vidéos. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau grand entretien.